absolument ravi de venir dans cette région que je ne connaissais pas. Merci à Mathieu pour m'avoir convié, d'avoir eu cette idée. Puis je suis aussi passionné par toute l'activité qu'il y a ici et je vous soutiens absolument tout mon cœur pour ce planétarium. Et sachez que pour les enseignants de Carole et sa région, vous avez à disposition des parrainages de classe. J'ai créé ce dispositif à l'Observatoire de Paris. Ça permet de faire venir finalement des astronomes dans vos classes pour parler d'astronomie, pour faire des activités, pour faire des observations. Voilà. On se déplace sur toute la France et il y a dans ce programme près de 150 parrainages de classe. Bien, alors je vais vous parler de moi. Mathieu en a parlé, mais au travers de cette conférence, vous verrez un petit peu mes activités et mes projets actuellement. Je suis donc astronome à l'Observatoire de Paris, planétologue, enseignant-chercheur, j'enseigne à tous les niveaux. Je dirige un master de planétologie à l'Observatoire. Vous avez ici quelques éléments que je vous présenterai, par exemple ici pour les parents et les jeunes, toutes les formations qui sont à disposition à l'Observatoire de Paris. Je vous en parlerai si vous avez des questions. Et justement, cet Observatoire de Paris, j'en suis très fier, puisque on va essayer de faire marcher ça à distance. Hop, je m'en approche. Ah, voilà. Il est remarquable à 2 titres. C'est le plus ancien observatoire au monde, toujours en activité, puisque depuis 3 siècles, il est toujours là, avec des chercheurs, des astronomes en chair et en os, qui travaillent, qui forment des étudiants depuis de nombreuses années, des décennies, des siècles. Et il se trouve que cette année, nous fêtons le 400e anniversaire de Jean-Dominique Cassini, qui est le premier directeur de l'Observatoire de Paris, qui est à l'origine de la méridienne, la grande méridienne qui sépare ce bâtiment, le méridien de Paris, qui est à l'origine aussi de la carte de France et puis la carte de la Lune, qui a pendant plus d'un siècle été la meilleure carte très détaillée de notre satellite. Et je voudrais vous emmener en cette fin d'après-midi très chaude pour un voyage dans le système solaire. On a la chance d'avoir depuis les années 60 des robots qui ont parcouru ce système solaire et qui nous ont ramené bien sûr des résultats impressionnants, des images fabuleuses. Et j'ai avec moi quelques éléments, des outils de l'astronome. Est-ce qu'il y a des observations prévues, Mathieu, aujourd'hui Alors, ce soir? selon la météo, on va faire des observations du soleil, donc dans la cour juste dehors. Par contre, cette nuit, il y a fête de la musique, donc à mon avis, on aura moins de succès. Ouais, il y aura beaucoup de lumière aussi. Voilà. Eh bien, l'outil de l'astronome, c'est effectivement un télescope. Là, vous en avez un petit de table. Le principe du télescope, c'est qu'il y a un miroir qui collecte la lumière. Et son secret, c'est qu'on voit mieux avec un télescope parce que son œil est tout simplement plus grand. Regardez l'œil du télescope. En tant que planétologue, on envoie aussi des robots explorer le système solaire. Je vous parlerai de ces différents robots, notamment cette sonde spatiale qui s'appelle Bepicolombo, qui est en route vers Mercure et sur lequel je travaille. Vous avez à côté le petit rover, le premier sur Mars, qui s'appelle Sojourner. Et puis bien sûr, pour envoyer tous ces éléments dans l'espace, on a besoin d'un lanceur, ici, la fusée Vega. Vous avez ici une plaquette du laboratoire, donc Mathieu en a parlé. Je viens d'un laboratoire qui s'appelle le LIRA, laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique, qui est un des plus gros laboratoires d'astrophysique en France, qui est nouveau, enfin restructuré, puisqu'il a vu le jour le 1er janvier, et j'en suis le directeur adjoint, et on travaille sur tous les domaines de l'astronomie, et vous avez ici, avec cette plaquette, tous les champs de ces sujets de recherche, et notamment aussi tout ce qui est instrumentation spatiale. Je vais sans tarder commencer ce voyage. Je pense que vous avez hâte. Tu passes aussi. Ok, très bien. Eh bien, commençons notre voyage dans ce système solaire, et je vais prendre ma casquette de pédagogue pour faire une petite révision. Je vois des jeunes ici, des moins jeunes, mais tout le monde va réviser. Le système solaire, c'est quoi? On a ici de superbes maquettes à l'échelle des tailles et pas des distances, car c'est effectivement très très bas. Si on mettait tout ça à l'échelle des distances, on en aurait comme ça à vue de nez pour
je dirais, tatata, pour 9 km. Ça, à peu près? Eh bien, le système solaire, c'est une étoile au centre, qui fournit chaleur et lumière à tout le système solaire. Autour de cette étoile qui représente 99,9% de toute la masse du système solaire, vous avez 8 planètes, de Mercure jusqu'à Neptune, et une ribambelle de petits corps qu'on appelle les astéroïdes et les comètes. Et vous remarquez qu'il y a une première ceinture ici entre Mars et Jupiter, qui est la ceinture principale d'astéroïdes. Il n'y a pas de planète, et pour cause, il y a ce mastodonte ici qui les empêche de se former. Et on va y revenir. Il y a une deuxième ceinture qui s'appelle ici la ceinture de Kuiper. Et là, pareil, pas de planète, mais par contre, un membre très célèbre, Pluton, qui n'est plus une planète, tout simplement parce que pour être une planète au XXIe siècle, il faut avoir fait le ménage sur son orbite. Et en cela, Pluton a failli. C'est pas tant sa faute, on va y revenir. Eh bien, Pluton n'est plus une planète et ce qu'on appelle une planète naine. Et parmi ces 8 planètes, est-ce que vous connaissez leur nom? Encore mieux, est-ce que vous sauriez me dire le nom des planètes de la plus proche à la plus lointaine? Qui veut essayer? Alors on va commencer par les plus jeunes. Qui veut essayer? Ah, vas-y. Mercure, planète tellurique, Vénus tellurique, la Terre tellurique, Mars tellurique, ensuite la ceinture d'astéroïdes, Jupiter jovienne, Saturne jovienne, Uranus jovienne et Neptune jovienne. Bravo, on peut l'applaudir. Et si vous n'aviez pas cela en tête, est-ce qu'un adulte veut essayer? Est-ce que vous les connaissiez? Eh bien, il y avait une petite phrase que vous avez appris à l'école, qu'on peut remettre. Me voici tout mouillé, je suivais un nuage. Elle marche toujours, on a enlevé Pluton, bien sûr. La première lettre de chaque mot, c'est une planète. Me, Mercure, Vénus, voici, etc. Et en petit cadeau, car j'ai amené avec moi des petits cadeaux pour tout le monde, vous avez ici des autocollants avec la fameuse phrase. Et pour les scolaires, eh bien, des petites règles, ça sert toujours. Et l'anti-sèche dessus, le nom des planètes. D'accord? Ces collectors, j'en ai plus, ce sont les dernières, donc profitez-en. En bois, en plus, écolo. Et donc, alors je vais essayer de... Attends, Mathieu, je vais voir si ça marche. Ça marche pas? C'est moi qui l'ai fait ou c'est toi? C'est toi qui l'as fait. Ah, super. Au pire, demande. On va commencer notre voyage par le maître des lieux, le seigneur de ces lieux, le Soleil. Effectivement, à lui tout seul, comme je le disais, c'est 99,9% de toute la masse du système solaire. Le Soleil, c'est une étoile, c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Et s'il te plaît, je vais le faire. Je vais m'en rapprocher, comme ça je serai au plus proche de vous. Voilà. Regardez qu'en comparaison avec la Terre, si on mettait ici le Soleil sur cette maquette, est-ce que vous l'avez mise peut-être en... Ah, voilà, c'est ça. Donc en gros, c'est 10 fois plus gros que Jupiter en diamètre et 100 fois plus grand que la Terre. Sur le disque du Soleil, on peut imaginer aligner 109 terres. C'est immense. Température de surface, si on peut appeler la surface, 5500 degrés. Et le secret du Soleil, le secret de cette chaleur, de cette lumière, c'est qu'il règne au centre une température de 15 millions de degrés qui permet d'amorcer les réactions de fusion thermonucléaire. Le Soleil, c'est la source de lumière, la source de chaleur. Sans le Soleil, la vie ne serait pas possible sur Terre. Mais pourtant, le Soleil a un cycle d'activité et en ce moment, il est au plus haut. Cette activité, en fait, c'est l'activité magnétique. Et comment on sait que le Soleil est actif? C'est en comptant tout simplement le nombre de tâches. Si tout à l'heure, on a la chance de voir un ciel dégagé, qu'on puisse voir le Soleil, on verrait en ce moment beaucoup de tâches, ce qui montre que le Soleil est très actif. Et si on passe à la suivante, le Soleil suit un cycle d'activité de 11 ans, et en ce moment, il est au summum de son activité. Ça ne veut pas dire qu'il fait plus chaud, c'est pas ça qui explique la forte chaleur aujourd'hui, c'est juste qu'il y a plus d'activité magnétique, et sur ces tâches, en fait, on a des éruptions de matière solaire, c'est du gaz, et quand l'activité est trop forte, eh bien, ces arches, qu'on appelle des protubérances, eh bien, se détachent du Soleil et vont bombarder tout le système solaire. On est protégé, heureusement, sur Terre par 2 boucliers. Est-ce que vous sauriez me dire quels sont ces 2 boucliers qui nous protègent des particules du Soleil? Il y en a 2. Donc, premier,
L'atmosphère, très bien. Et deuxième, il est très fort lui. Allez, vas-y. Ah, non, ah c'est l'atmosphère. La couche d'ozone, ça fait partie de l'atmosphère. L'ozone nous arrête des rayons UV. C'est ça qui a compté. Je l'entends. C'est effectivement, c'est le père de l'astrophysicien, donc donc c'est le champ magnétique. Effectivement, le champ magnétique dévie les particules vers les pôles, et c'est en frottant l'atmosphère qu'on a ces belles couleurs qu'on appelle des aurores boréales au nord, au sud, australes, et pour mettre tout le monde d'accord, des aurores polaires, puisque ça n'arrive que préférentiellement au niveau des pôles. Et si on passe la diapo suivante, eh bien on voit ici le cycle du Soleil, et on voit effectivement cette activité. Plus il y a de tâches, plus le Soleil est actif, on l'a mis en même plus gros. Et si vous allez sur ce site, eh bien l'Observatoire de Paris, je vous disais qu'il était remarquable à 2 titres, mais j'ai oublié de vous dire le deuxième titre. C'est le plus grand, un des plus grands centres de recherche en astronomie au monde, avec près de 800 personnes qui travaillent. Cette longévité qui fait que depuis plus d'un siècle, on observe le Soleil et on a un catalogue unique au monde, de sorte que si vous voulez faire un petit cadeau sympa, un cadeau d'anniversaire, eh bien allez sur ce site de l'Observatoire et récupérez la photo du Soleil le jour de la naissance de celui à qui vous voulez offrir. On a une base de données de plus de 100 ans, donc je pense qu'il y en aura pour tout le monde. La première, c'est 1870. Et de façon continue depuis 1908. Ok, et suivant, on peut voir ici que effectivement le Soleil, si tu actionnes la suivante, voilà, eh bien souffle ce vent qu'on appelle le vent solaire, qui est un vent de particules. D'accord ? Et donc, continuons notre voyage, et nous allons maintenant explorer ces planètes. On ne va pas aller partout, on n'aura pas le temps, mais néanmoins, on va prendre quelques petites cerises dans ce système solaire, car il y en a. Et donc, attends. Les 4 premières, comme l'a dit justement le jeune homme, ce sont des planètes rocheuses, alors que les 4 suivantes, ce sont des planètes gazeuses. Les 4 premières sont rocheuses. Et si on passe à la suivante, s'il te plaît, Mathieu, eh bien, pourquoi s'intéresser aux autres planètes? On est très bien chez nous. Pourquoi aller voir ailleurs? Eh bien, regardez à droite, vous avez l'histoire de la formation du système solaire. Ça s'est passé il y a 4 milliards d'années. Quand on plonge dans ce disque où il n'y a pas encore de planète, on voit une planète se former en temps réel. Et comment ça se passe? Eh bien, ça commence par des petits grains qui grossissent pour former des grumeaux. Les grumeaux grossissent pour former des astéroïdes, lesquels se rassemblent pour former des planétésimaux. Et à la fin, vous avez une planète. Et donc elle va revenir, et retenez bien cette histoire, parce que je vais m'y référer plusieurs fois. Il y a 4 milliards et demi d'années, ça doit repartir, hein. Bon, tant pis. Reviens en arrière, et reviens. Il y a 4 milliards d'années, naissait dans ce disque qu'on appelle un disque d'accrétion, le Soleil au centre, pas encore les planètes, et quand on plonge dedans, on voit une planète se former, à partir de la poussière et du gaz. C'est ce qu'on appelle l'accrétion planétaire. Et donc, si vous me suivez bien, toutes les planètes sont formées à partir de ce même moule, avec les mêmes ingrédients, dans le même mouchoir de poche. Et donc, on peut légitimement penser que ces planètes partagent les mêmes caractéristiques. Vous êtes sœurs toutes les deux. Vous vous ressemblez? Ouais, un petit peu, il y a des différences. Je vois des différences aussi, et des similitudes. Et bien, c'est pareil pour les planètes. Les planètes ont les mêmes propriétés, elles sont rocheuses, effectivement, mais il y a des différences. Et c'est le but de ce qu'on appelle la planétologie comparée. Observer les autres planètes, c'est mieux comprendre leurs différences et leurs similitudes. C'est mieux comprendre, puisqu'elles sont nées ensemble, le passé de la Terre, mais aussi son devenir. Je vais vous donner un exemple, ou deux. Un exemple. Vénus, vous la voyez, très sympathique, même taille, même masse que la Terre, pas très loin de la Terre, elle est vraiment à proximité, c'est la plus proche. Pourtant, Vénus est l'antéterre. Quand les premières sondes sont allées se poser dessus, elles n'ont même pas tenu 2 heures. Il fait une chaleur infernale. C'est la température record dans le système solaire, 460 degrés. Une pression
monstrueuse de 100 fois la pression atmosphérique sur Terre. Que s'est-il passé? Eh bien, on le comprend, dans l'atmosphère de Vénus, il y a du gaz carbonique. Et que fait le gaz carbonique sur Terre? C'est un gaz à effet de serre. Et donc, mieux comprendre ce qui s'est passé sur Vénus, c'est mieux comprendre ce qui pourrait arriver à la Terre. Voilà, c'est donc pour cela que l'on explore les planètes, car toutes les réponses ne se trouvent pas sur Terre. C'est en allant voir ailleurs qu'on comprend mieux nous-mêmes. Et donc, pour la suivante, on va justement commencer notre voyage avec ce principe, comprendre nous-mêmes en voyant ailleurs. Et je vais prendre le prisme de mon projet Bepi Colombo, et on va commencer notre voyage, bien sûr, par la Terre suivante. Et donc, vous voyez, cette mission spatiale, dont la maquette est ici, c'est la mission Bepi Colombo. C'est une mission européano-japonaise j'ai commencé le projet en 2004, quand l'Agence spatiale européenne a sélectionné mon projet de construire un instrument qui va cartographier la composition de Mercure. Et il m'a fallu 10 ans pour fabriquer l'instrument, avec une équipe d'ingénieurs, de techniciens. Et l'instrument, le voici, il est là. C'est le vrai, hein. Il est là, vous pourrez vous rapprocher pour voir. C'est la base de l'instrument. Il y a le télescope ici, qui envoie la lumière dans ce petit appareil qui va fabriquer cette image qui va vous donner la composition de Mercure. Et quand on regarde de plus près cet instrument, bon, on dirait que c'est des éléments qu'on pourrait trouver dans un ordinateur, il y a des boulons, il y a de l'électronique, mais pourtant, 10 ans pour le faire. Pourquoi autant de temps? On pourrait démonter un ordinateur et prendre des pièces. Alors Mercure, regardez, très proche du Soleil, tout à l'heure on l'a vu, pas aussi chaud que Vénus, mais quand même 430 degrés. Eh bien, quelqu'un veut me dire pourquoi autant de temps? 10 ans pour fabriquer un truc voilà, qui soit résistant. Et résistant à quoi? À la chaleur et surtout aux radiations. Les radiations sont vraiment infâmes au niveau de Mercure. Et donc, je ne peux pas prendre mon ordinateur et le mettre à fonctionner sur Mercure. Il ne fonctionnera pas, évidemment. Et donc, pour construire quelque chose de nouveau, qui n'a jamais existé, ben, il faut tout faire depuis zéro. Et ça prend du temps, puisqu'on fait des tests, on fait des essais, et tout ça, il ne faut pas faire l'impasse sur les tests et les vérifications. Et tout ça, ça prend du temps. Et en 2018, l'instrument est enfin prêt, la fusée est prête, et donc depuis une fusée Ariane 5, eh bien, on va lancer l'instrument. Donc depuis 2004, elle est partie en 2018, et n'est même pas encore arrivera en 2026. Et quand on regarde Mercure, vous la voyez ici, ça ressemble à quoi? Ça vous fait penser à quoi? À la Lune, effectivement. C'est complètement cratérisé, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau, bien sûr, mais pourtant, Mercure partage une caractéristique essentielle avec la Terre. Quel pourrait être ce trait commun? Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'eau. Il y a bien sûr une surface rocheuse comme la Terre, mais ni Vénus, ni Mars ne possèdent ce trait de famille. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oui? Le champ magnétique? Exactement, le champ magnétique. On dirait, ça a l'air de rien comme ça, mais Mercure, c'est une unitaire. Et Vénus, qui avait un champ magnétique, l'a perdu. Mars, qui avait un champ magnétique, l'a aussi perdu. Seul Mercure, et on ne comprend pas très bien, a conservé ce champ magnétique. Et on sait ô combien le champ magnétique pour la Terre est précieux, puisqu'il nous protège du vent solaire. Et donc, mieux comprendre Mercure, c'est mieux comprendre aussi la Terre. J'ai l'habitude de dire que Mercure, c'est le chaînon manquant de la planétologie comparée. On ne peut pas se mettre ses ornières et puis dire, voilà, on a tout compris dans la vidéo que je vous ai montrée de la formation planétaire. Non, il y a un petit grain de sable là qui dérègle la mécanique, c'est Mercure. Avec nos modèles actuels, on ne sait pas expliquer pourquoi Mercure a gardé son magnétique. C'est pour ça que le Japon, avec l'Europe, ont décidé de lancer cette grande mission spatiale, la mission de Bepi Colombo, car effectivement, elle est très ambitieuse. Il y a 2 satellites, pour la première fois, lancés ensemble, vont se satelliser autour de Mercure, un long voyage avec des assistants gravitationnels. Regardez, 8 ans pour y aller. Et lancé depuis. Les bateaux partent des ports,
Les avions partent des aéroports. Et les fusées, elles partent d'où? Bravo, wow, ça c'est un public magnifique, du premier coup. Voilà, effectivement, on peut inventer ce mot, un spatioport, un astroport, et des aéroports, des ports, il y en a partout, il y en a des dizaines, des centaines, mais pour la France et même pour l'Europe, il n'y en a qu'un. Et il est où? En France. Oui. Oh, ils sont trop forts ici. Pourquoi suis-je venu? Vous savez tout. Ok, eh bien, j'étais là avec toute mon équipe en 2018 pour le lancement de la sonde Bepi-Colombo. Et bien sûr, c'est en Guyane, et on va y aller. C'est toujours impressionnant un lancement de fusée. J'étais avec toute mon équipe, j'ai dû voir cette vidéo au moins 200 fois, mais j'ai toujours la même émotion, parce qu'on était très excités, en même temps très stressés, hein, tout un travail en quelques secondes, et voilà, parti. Alors il y a du son normalement, on le voit pas? Ah, voilà. Donc, les fameux moteurs vocaux. Un peu plus de son, si tu peux. Bon, ça veut dire qu'on décolle. Et c'était une belle nuit guyanaise, et sans nuages, on a pu voir la fusée Ariane 5 s'extraire de la gravité terrestre. Et pendant de longues minutes, on l'a vu s'éloigner. Et on a même vu, vous savez, dans une fusée, il y a 3 étages. Et le premier étage a été largué, et on le voit ici. Peut-être que la fiche n'est pas bien. En tout cas, tout à l'heure, il faudra du son, je ne sais pas trop. Voilà. Tout à l'heure, ça marchait en tout cas. Ok, on va relancer. Ok, je vais peut-être venir comme ça, on va régler ça. Parfait. Très bien. On continue notre voyage. Et justement, je vous ai dit que la sonde, elle met beaucoup de temps parce qu'en fait, elle survole, elle spirale autour du Soleil. Et elle a survolé tour à tour la Terre, Vénus et 6 fois Mercure. Et là, c'est la 6e fois, on peut le voir. Et c'est encore, voilà, Mercure nous échappe encore. On n'a pas réussi encore à s'arrêter parce qu'il faut freiner encore une année de plus. Mais néanmoins, on a pu voir que la dernière fois, avant la satellisation, le paysage mercurien. Donc c'est les fameux cratères au pôle qui ne sont jamais éclairés par la lumière, qui sont dans la nuit éternelle en fait. Là on voit un petit peu de la sonde. Et donc ça c'était en janvier 2025, c'était le dernier survol de Mercure. Grâce à cette assistance gravitationnelle, en frôlant la planète, on gagne de l'énergie gratuite finalement. C'est du carburant gratuit qu'on va utiliser pour freiner. Et au prochain tour, on sera suffisamment freiné pour se satelliser autour de Mercure. Et monsieur Colombo, Giuseppe Colombo, a pour la première fois utilisé cette assistance gravitationnelle. Et c'est pour ça que, pour son honneur, on a nommé cette sonde. Très bien, suivant. Alors, on continue notre voyage et on va maintenant explorer la planète Mars. Alors j'ai choisi la planète Mars parce que c'est un petit peu la star du système solaire. On l'explore depuis des décennies et surtout c'est le focus de cette exploration spatiale. Actuellement, il y a pas moins de 7 sondes qui tournent autour de Mars, qui roulent sur Mars, qui creusent sur Mars. Et pourquoi cet engouement? Alors, petite présentation de Mars. C'est une petite planète, 2 fois plus petite que la Terre. On l'appelle la planète rouge. La température, on est plus loin du Soleil, il fait froid, moins 67 degrés. Bon, c'est pas extrêmement froid. Hein. En Antarctique, sur Terre, il fait encore plus froid. Mais sauf que, pas tellement habitable. Regardez,
l'atmosphère elle est très fine, de sorte que vous êtes complètement irradié si vous êtes à la surface de Mars sans combinaison spatiale, et surtout elle est respirable puisque faite de gaz carbonique. Mais alors pourquoi s'intéresse-t-on autant à Mars? Eh bien, parce que, regardez, alors, un petit paysage pas très affriolant, et Mars, c'est un désert complètement froid et glacé. Et pourquoi on s'y intéresse autant? Mais regardez Mars aujourd'hui, à gauche, et à droite, c'est Mars il y a 3,6 milliards d'années. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ouais, la Terre, parce que toutes ces zones, ces étendues bleues, c'est de l'eau. Car effectivement, on sait que dans le passé de Mars, il y a eu de l'eau, pas très profonde, mais suffisamment, et c'était il y a 3,6 milliards d'années. Et on le sait, la diapo d'avant, d'après, et on va revenir à celle-là, ouais, parce que, eh bien, on a ces signes de traces d'eau, d'écoulement d'eau, et on sait pertinemment que c'est bien de l'eau qui a coulé. Donc il y a eu de l'eau, il n'y a pas de doute. Et donc, on revient à la diapo d'avant, peut-être, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé sur Terre il y a 3,6 milliards d'années? Une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Oui. Oui. La Lune? Non, la Lune, c'était encore plus tôt. Non, une excellente nouvelle pour nous. La vie. Sinon, on ne serait pas là. Il y a 3,6 milliards d'années, les premières traces de vie sont découvertes sur Terre, et pourquoi pas sur Mars. Même cause, mêmes effets, il n'y a pas de raison. C'est la grande question. La question qui taraude l'humanité depuis la nuit des temps. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de raison. On sait qu'il y a d'autres personnes qui écoutent un conférencier extraterrestre sur une planète aussi chaude que la nôtre. Eh bien, je suis comme vous. Il n'y a pas de preuves. Attention, si quelqu'un vous dit bah oui, j'ai des preuves qu'on a été visité, qu'il y a des ovnis, c'est faux. Par contre, l'univers est immense, il y a tellement d'étoiles, et ces étoiles, c'est en fait autant de soleils qui ressemblent à notre soleil. Et on sait que maintenant qu'autour de chacune des étoiles que l'on voit dans le ciel, il y a des planètes, c'est ces fameuses planètes extrasolaires ou exoplanètes. Et parmi ces planètes, c'est même, on en a découvert maintenant 7000, il y en a des centaines de milliards, puisqu'il y a des centaines de milliards d'étoiles. On sait que parmi ces planètes, il y en a qui sont habitables. Habitables, c'est-à-dire avec les mêmes conditions que sur Terre, avec de l'eau liquide, la température compatible avec de l'eau liquide. Et donc, comment ne pas imaginer, même si la vie c'est compliqué, il faut quand même des conditions, il y a plein de contraintes, mais comment ne pas imaginer dans cette immensité, sur un simple principe statistique, que la vie puisse se reproduire une deuxième fois, plusieurs fois, dans ce vaste univers? C'est la grande question, on n'a pas de réponse, mais même avant d'aller très très loin, c'est quand même difficile les voyages dans l'espace. Plus près, Mars, peut-être dans le passé de Mars, il y a eu de la vie. Même si on a cette réponse que la vie a existé, a émergé dans le passé de Mars, ça serait une immense découverte pour la science. Et donc, regardez, c'est pour ça qu'il y a suivant, il y a un robot qui s'appelle Persévérance, qui est en fait un robot américain, mais cette caméra, là, la tête de la caméra ici, montée sur le mât, c'est une caméra française, franco-américaine. Elle s'appelle Supercam, elle a été fabriquée à l'Observatoire de Paris. Et ce robot, il s'est posé en 2021 dans un cratère qui s'appelle G0. Et si vous parlez slave, eh bien, G0, ça veut dire lac. Eh bien, ce cratère, c'est un ancien lac. Comment je le sais? Regardez, vous voyez ce petit filet là, ici, c'est une rivière qui s'y jette, et là, elle ressort ici. Donc, c'était un ancien lac, et Persévérance est posée à l'embouchure de cette rivière, en train de creuser dans les sédiments. Et qu'est-ce que l'on trouve dans les sédiments? Qu'est-ce que l'on trouve dans les sédiments sur Terre? Des fossiles, exactement. C'est pour ça que Persévérance, suivant, elle récupère des échantillons, une carotte, attention, c'est pas le légume, c'est une carotte de roche martienne qui a été prélevée et qui va être amenée sur Terre. Alors, on parle de 2031 maintenant avec
avec ce qui se passe aux États-Unis, on n'est plus sûr de rien. Mais néanmoins, le robot Persévérance a récupéré des échantillons patiemment dans des endroits référencés, répertoriés, des endroits où la vie a eu la chance d'être localisée en termes de fossiles ou de traces. Et ces échantillons ramenés sur Terre ont peut-être enfin apporté cette réponse qui tarde tant. Sommes-nous seuls dans l'univers? Avons-nous jamais été seuls dans l'univers? 2031. Je serai en quelle classe? Dans 6 ans? Terminal? Au lycée? Voilà. Eh bien, peut-être que tu auras la réponse. Pour l'instant, pas une réponse. Adieu. On continue notre voyage et j'ai une surprise pour vous. Il va arriver. En allant vers les planètes géantes, eh bien, on croise cette ceinture d'astéroïdes. En fait, c'est l'occasion ici de parler des petits corps du système solaire. Il y en a toute une kyrielle, des milliards d'objets comparés aux seules 8 planètes du système solaire. Tout petits, ridicules. Mais pourquoi s'intéresse-t-on aux petits corps, que sont les astéroïdes, les comètes, et les fragments des astéroïdes qui sont les météorites? Eh bien, parce que c'est les objets les plus anciens qui existent dans le système solaire. Si on revient à la diapo d'avant, s'il te plaît, là-dessus, eh bien, vous voyez qu'ici, on a dit tout à l'heure, il n'y a pas une planète, mais à la place, il y a une ribambelle de roches. Alors, les astéroïdes, ce sont des roches, et les comètes, ce sont des glaces. Les roches sont ici, et les glaces sont là. Mais tous les deux portent le nom d'astéroïdes. On va voir tout à l'heure cette nomenclature. Il ne s'est pas formé une planète à cause de ce monsieur-là, et en même temps, c'est une chance. Parce que, eh bien, ces petits grumeaux-là, ce sont les restes fossiles de la formation planétaire. Oui, tu as une question? Oui, je me demandais quelles caractéristiques différencient les simples astéroïdes des planètes naines comme celle-ci. Ah, c'est une bonne question. Alors, dans la définition maintenant du XXIe siècle, une planète, c'est quelque chose qui tourne autour du Soleil. Tout ça, ça peut rentrer dans le mot planète. Deuxièmement, il faut que ce corps soit rond. Et donc, les astéroïdes ne sont pas des planètes. Et troisièmement, pour être une planète, il faut en plus des deux premiers critères que cet objet ait fait le ménage sur son orbite. Donc, ici, pas de planète, mais il y a quand même des objets ronds. Il n'y en a qu'un, c'est Cérès. C'est une planète naine. Ici, ils n'ont pas fait le ménage, mais il y en a 4 qui sont ronds, dont Pluton. Ce sont des planètes naines. Donc, pour résumer, une planète naine, c'est un objet qui tourne autour du Soleil et qui est rond. Donc, il n'est pas un astéroïde, qui est difforme. C'est clair? Oui. Okay. Et donc, c'est notre chance, et justement, je disais, c'est l'ADN du système solaire. On va étudier ces objets pour mieux comprendre nos origines, exactement. Et donc, on va commencer par cet astéroïde. C'est pas très excitant, un astéroïde. Bon, j'ai fait ma thèse sur les astéroïdes, hein, je ne pourrais pas vous critiquer les astéroïdes, car effectivement, vous avez compris, c'est la matière la plus ancienne qui existe dans le système solaire, et c'est pour ça qu'on les étudie, et en ce moment, on assiste à un boom de l'exploration des astéroïdes, notamment cette sonde qui s'appelle OSIRIS-REx, une sonde américaine, qui a étudié cet astéroïde qui s'appelle Bennu, qui fait 500 mètres, c'est pas très grand, vous voyez, hérissé de rochers, tout ça. Mais néanmoins, ce morceau-là, c'est plus vieux que la Terre. Il nous raconte la Terre. Et c'est pour ça que la sonde s'est posée sur l'astéroïde Bennu pour ramasser des échantillons, et on va voir ça. Regardez, c'est impressionnant. On se croirait à la télé. Encore une truc. On voit la vidéo qui montre la collecte d'échantillons. Regardez la qualité de la vidéo, c'est impressionnant, et pourtant on est à plus de 100 millions de kilomètres. Ce prélèvement effectué, la capsule de retour est revenue sur Terre, c'est ce qu'on voit dans la diapo suivante, et cette capsule, voilà, complètement noircie parce qu'elle a brûlé l'atmosphère, a ramené de précieux grains. 300 grammes, c'est pas grand-chose, mais néanmoins, avec 1 microgramme, on fait énormément de choses. On retrace l'histoire de la Terre. On a trouvé que cette matière elle était très riche en carbone. C'est la matière, la base
des molécules organiques, du vivant. Et puis, il y a de l'eau aussi. Il y a de l'eau. Actuellement, dans les laboratoires du monde, parce qu'on s'est partagé cette cargaison précieuse pour l'étudier, hein, eh bien, vous avez dans quelques laboratoires dans le monde, y compris en France, quelques microgrammes de cette matière, qui en fait la matière la plus ancienne qui existe sur Terre. On continue. Et on va parler des comètes. Alors, les astéroïdes, ce sont des roches, et les comètes, ce sont des glaces. Et les astéroïdes, on les connaît depuis quelques 200 ans. On dit que les comètes, on les connaît depuis beaucoup plus longtemps. Pour preuve, c'est pas très loin d'ici, la tapisserie de Bayeux, la tapisserie de la Dame Mathilde, qui relate l'épopée de Guillaume le Conquérant à la conquête, justement, de l'Angleterre. Et les comètes, on les connaît depuis très longtemps parce que, justement, elles viennent des profondeurs du système solaire, dans des régions très très froides. Donc c'est un morceau de glace complètement inerte, d'aspect astéroïdal. Mais quand la comète s'approche du Soleil, qu'est-ce qui se passe? Elle chauffe et puis elle fond. On va revenir sur ce mot. Elle fond et elle laisse des traînées de vapeur, des longues traînées de vapeur. Et ça arrive soudainement, parce qu'elle arrive, elle est toute froide, et puis tout d'un coup ça chauffe, plaf, ça devient de la vapeur. Et en plus, c'est gigantesque. Et c'est pour ça que ça a toujours impressionné les cultures humaines depuis la nuit des temps. On peut imaginer même les hommes et les femmes préhistoriques en train de voir cette apparition soudaine. Ils étaient sans doute effrayés. C'était sans doute un message des dieux, bon ou mauvais présage. À l'évidence, pour les Normands, que vous êtes, hein, eh bien, c'était un excellent présage, puisque c'était l'occasion d'aller envahir l'Angleterre. Et du point de vue des Normands, eh bien, on voit le roi saxon complètement dépité en train de se tendre. Et cette étoile, en fait, si c'est marqué Ixtimerantis Stella, ils sont en train d'admirer l'étoile. C'est pas une étoile, c'est la comète qui est passée en 1066, date de la bataille de Hastings. Et on sait quelle est cette comète, c'est la fameuse comète de Halley, exactement. Donc tout ça pour vous dire que les comètes ont fasciné, impressionné de tous les temps. Et c'est pour ça que dans l'exploration spatiale, on se devait d'aller étudier ces objets-là, surtout qu'il y a des questions qui se posent. Ces comètes, visiteuses des froideurs, des profondeurs du système solaire, est-ce qu'elles ont un impact sur la Terre? Et justement, la Terre, on l'a vu tout à l'heure, elle s'est formée par agrégation de roches. La Terre était trop proche du Soleil, elle s'est formée sèche. Et ça me donne une excellente opportunité de boire un petit verre d'eau. D'où vient l'eau que nous buvons? Ah, vous pensez qu'elle vient des comètes? Ah oui, ça paraît évident, les comètes sont faites de glace, elles ont bombardé dans la Terre primitive, peut-être qu'elles ont effectivement apporté des comètes, mais on n'a pas de preuves. Et c'est pour ça qu'on étudie les comètes, c'est pour ça que une sonde dans l'exploration spatiale, c'est une première historique. La sonde Rosetta s'est posée sur la comète Churyumov-Gerasimenko, son petit nom Chury. C'était en 2014. C'était tellement historique et incroyable, en plus c'est l'Europe qui l'a fait, que ça a inspiré des artistes. Et sur la musique, d'ailleurs il y avait François Hollande qui a assisté à l'atterrissage, je ne sais pas tous les jours qu'un président se déplace pour de la science, mais en l'occurrence il était à la Villette. Et sur la musique de Vangelis, qui a été inspirée par cet événement historique, eh bien on va découvrir, il faut remettre le son du coup, parce qu'il faut profiter de cette musique. Spécialement pour l'occasion de cette musique, on va découvrir la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc elle se dévoile petit à petit. Bon, c'est en noir et blanc. Donc on voit effectivement un bloc, c'est un bloc de glace. Et on va voir petit à petit à quoi elle ressemble. Et enfin, elle fait 4 km cette comète, 4 km de diamètre. Et la voici. Complètement hallucinant comme forme, vous voyez, complètement tourmenté. Certains ont vu un canard de bain, la tête ici, le corps ici, pour vraiment une place ce soir, pensez à la comète. Et cette comète, voilà, s'est posée dessus. Et ce qu'on voit
sur cette surface plein de reliefs, des crevasses, des cratères, des crêtes, tout ça. On penserait que c'est des cratères d'impact, mais en fait, ce n'en est pas. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que tout le relief, la géologie que l'on voit ici, les terrasses, vous voyez, les éboulis, les bassins d'effondrement, tout ça a été façonné, forgé par la seule puissance du soleil, la chaleur du soleil, qui l'a modelé à la manière d'un sculpteur. Et ce que vous voyez là, c'est de la glace qui vient des profondeurs du système solaire, qui n'a jamais changé depuis 4 milliards et demi d'années. On est en présence d'une relique du système solaire. Imaginez, la sonde s'est posée dessus, a fait des mesures, des prélèvements, l'a analysé, on a trouvé de la matière organique, c'est-à-dire on a trouvé des acides aminés. Ces acides aminés sont à la base de l'ADN. Donc je ne dis pas qu'ici on a trouvé de la vie, mais que aussi peut-être les comètes ont pu amener la vie en kit sur Terre, en plus de l'eau. Bon, il y a tant à dire sur cette mission, mais on y reviendra puisque le temps passe. J'ai combien de temps? Oh, combien de temps que je peux rester pas seul. Alors, on va continuer, et la petite surprise arrive. Alors, suivante. Regardez ce beau ciel, comme on le verra tout à l'heure, promesse de Mathieu, n'est-ce pas? Un beau ciel avec des milliers d'étoiles. Alors moi je viens de Paris, j'ai pas la chance de voir des milliers d'étoiles. Ici je ne connais pas le ciel, on en voit quand même plus que quelques dizaines. Ouais. Regardez les étoiles, elles ont été prises avec un appareil photo qui a posé, on voit qu'elles bougent un petit peu. Mais est-ce que c'est vraiment les étoiles qui bougent, madame? C'est la Terre qui bouge, exactement. Mais il n'y en a qu'une qui ne bouge pas, regardez, c'est celle-là, c'est l'étoile polaire. En fait, la Terre tourne avec son axe dirigé vers l'étoile polaire. Et c'est pas tant ça que je voudrais que vous voyez, c'est plutôt ce gros trait, le grand trait lumineux, là. Tout d'un coup, dans ce ciel, pendant la pause, qui a duré quelques secondes, eh bien, on voit un trait lumineux qui balafre le ciel. Alors, c'est là que vous intervenez. Levez la main, comme à l'école, et dites-moi ce que c'est. Toutes les réponses sont bonnes. Alors, vas-y, jeune homme, toi d'abord. Répète plus fort. Une comète, très bien. Allez, donnez-moi des mots. Allez. Une étoile filante. J'ai dit de lever la main. Qui c'est qui? Étoile filante. Oh, je taquine. Monsieur le maire, je ne me permettrai pas. Allez-y. Une météorite. Alors, étoile filante, comète, météorite. Allez. Un satellite. Un satellite, oui. Un bolide, oui, oui. Je vais dire la même chose. Ok. Quoi d'autre? Eh bien, c'est très bien tout ça, parce que, oui, en autre mot, un corps. Oui, pour quelque chose, un débris de satellite, par exemple. Oui. Météorite. Météorite, oui, ça a été dit, ouais. Très bien. Mais écoutez, je suis très content, puisque vous m'avez donné tous les mots que les gens confondent. Et donc, ça va être l'occasion de faire un petit peu de pédagogie. Et ici, ce qu'on voit ici, c'est bien une étoile filante. Donc les trois mots, on va les voir. Allez, premier mot. Un météore, c'est synonyme. On va plus me dire météore, c'est synonyme, c'est étoile filante. Qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène lumineux associé au passage d'un corps dans la haute atmosphère. On ne sait pas ce que c'est. Ça peut être un débris de satellite, fusée, un corps, comme tu dis. Mais qu'importe, on s'en fiche. Ça peut être un grain de sable. Ça peut être l'astéroïde tueur de dinosaures. Et le fait de foncer à vive allure dans l'atmosphère terrestre, ça chauffe, ça brûle, ça devient très lumineux. C'est ça qu'on va appeler une étoile filante ou un météore. C'est compris? Donc, attendez, ça a quelque chose d'important, ça arrive très vite, 100 000 km/h, très vite. Donc c'est quelques secondes, d'accord? Deuxième mot. Alors, on m'avait dit météorite. Alors, plus jamais je vais entendre dire qu'on voit une météorite dans le ciel. D'accord? Plus jamais. Mathieu, tu me rapporteras. Une météorite, c'est quelque chose, c'est un fragment d'astéroïde qui arrive intact sur Terre. Donc la météorite, on la retrouve où? Au sol, sur Terre. Éventuellement, il y a un cratère, c'est ça.
Alors, ces deux mots sont reliés à la Terre. Autant le premier, c'est dans l'atmosphère, le deuxième, c'est sur Terre, tandis que le troisième, comète, vous m'avez cité, c'est très très loin. En fait, comme les astéroïdes, une comète tourne autour du Soleil. La période de révolution de Halley, par exemple, c'est 76 ans. Ça fait quand même beaucoup de temps. Et quand elle s'approche du Soleil, ça fonce encore plus vite. C'est les lois de Kepler. Et donc, une comète, c'est un morceau de glace qui, venant des profondeurs du système solaire, tout froid, arrive dans des régions plus chaudes, et la glace, eh bien, vous m'avez dit, elle fond. En fait, pour être rigoureux, vous êtes en quelle classe, les enfants? Vous? Anna? Sixième, toi? Seconde, ok. Eh bien, vous allez le voir, pour certains, toi peut-être tu l'as déjà vu, tu vas me dire, dans l'espace, eh bien, il n'y a pas d'air. Donc, la glace passe directement de l'état glace à l'état vapeur, gazeux, sans passer par l'étape intermédiaire qui est le liquide. Directement, parce qu'il n'y a pas, on est dans le vide. Et le passage de la glace au gaz, c'est pas la fusion, fondre, c'est un autre mot, oui, la sublimation. Très joli mot en français. Se sublimer. C'est comme la comète, puis d'un coup, pouf, elle se vaporise. En français, se sublimer, c'est trouver, une fraction de seconde, un coup de génie, la bonne réponse à la question de vos profs. Ça vous arrive tout le temps. Et donc, les trois mots, la comète, par contre, ouais, attention, la comète, elle fait aussi des longues traînées comme ici. Sauf que, on verra dans le ciel la comète, mais elle ne bougera pas avec ses longues traînées. Un petit peu statique. Elle va bouger, bougera pas en quelques secondes. La nuit d'après, vous la verrez avancer un petit peu, comme les planètes. D'accord? Mais sur une nuit, elle sera un peu immobile. Est-ce que vous avez compris les trois mots? Parce qu'il y a un test maintenant. Est-ce que vous avez compris? Attends, oui? Quand on dit qu'au mois d'août, on voit beaucoup d'étoiles filantes, ça ne veut rien. Pardon, répétez? Quand on dit au mois d'août, on voit beaucoup d'étoiles filantes. Ah oui, c'est des pluies d'étoiles filantes qui arrivent à certains moments, parce qu'en fait, la Terre, elle rencontre les poussières laissées par une comète. Et comme ça arrive à des moments précis, parce que la comète ne passe pas n'importe où, sur l'orbite de la Terre, ça arrive à des moments précis, à des endroits précis et à des époques précises. Par exemple, les Perséides, qui arrivent au mois d'août, c'est une comète qui s'appelle Substotle. Au mois de novembre, il y a les Léonides, mais c'est une autre comète. Voilà, c'est en fait les restes, les petits grains du petit poussé laissés sur ma trajectoire. Donc, est-ce que vous voulez que je répète? Parce que moi, je suis enseignant, c'est mon job de répéter. Parce que j'ai un test, je ne voudrais pas répéter après encore. Vous voulez que je répète? Non, j'ai une question. Ah oui. La comète, on est d'accord qu'elle met beaucoup de temps à tourner, elle s'approche du Soleil, l'acte de sublimation, d'accord. Donc du coup, elle se rétracte, elle est moins grosse, et Oui. à chaque fois qu'elle tourne, elle évolue, ou quand elle retourne après, loin du Soleil, la glace se reforme. Non. Tous les 76 ans, il y a un moment, etc. Exactement, vous avez tout à fait raison. Les comètes perdent un petit peu de masse à chaque période. Et donc on estime qu'au bout d'un certain temps, on estime à 100 000 ans, voilà, une comète est complètement éteinte. Comme pour les volcans, on parle de comètes éteintes ou dormantes, parce qu'il se crée aussi une espèce de croûte qui empêche la sublimation de la glace en dessous, parce que c'est quand même des kilomètres d'épaisseur. Hein, d'accord ? Donc effectivement, il y a une histoire de perte de masse. Par exemple, Albop, je ne sais pas pour les plus anciens, si vous vous souvenez de Albop, on la voyait, c'était en 97, je passais ma thèse, on la voyait magnifique tous les soirs. Toi, t'avais quel âge? T'étais petit, toi? Non? T'étais grand aussi? Oui. Et puis on la voyait magnifique, même en région parisienne, pour vous dire. Et c'était en 97, elle était exceptionnelle. Elle perdait à chaque seconde 1 tonne d'eau. 1 tonne d'eau. Alors, si vous avez bien compris, alors je vais contrôler ça, parce que c'est un test. Oula. Donc, je vais maintenant passer une vidéo. Une vidéo,
c'est un spectateur lors d'un match de football qui tout d'un coup regarde, en ce moment, en tout cas, il regarde au ciel, lui il y a un match, mais néanmoins, il voit dans le ciel quelque chose. Il prend sa caméra et filme. Et je vais vous passer 3 secondes de ce film, et tout de suite, entre les 3 mots, il faut que vous me dites lequel c'est. Est-ce que c'est une étoile filante, quelque chose qui arrive très vite, c'est une météorite, ou une comète? D'accord? Et ne vous trompez pas, je vais devoir recommencer. Vous êtes prêts? Allez, dites-moi ce que c'est. C'est quoi? Le météore. J'ai entendu comète ou pas? Ou j'ai mal entendu? C'est bien un météore. Une comète, c'est statique. Ça ne bouge pas trop vite. D'une nuit à l'autre, ça va bouger un petit peu, mais pas en quelques secondes pendant un film. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous voulez que je recommence à mon explication? Sûr? Bon. Ils ont peur. Ok, eh bien vas-y, tu peux lancer le truc, et je raconte mon histoire. Alors, ça arrive très très vite, 100 000 km/h, sous les... Non, il faut que tu laisses la vidéo. On recommence. On recommence encore. Encore. On recommence. Encore vers l'arrière. L'arrière. Voilà, maintenant vas-y, tu lâches, là, on ne touche plus. Ça arrive très très vite, 100 000 km/h, sous l'effet de la vitesse, et bien ça chauffe, ça va jusqu'à 1000 degrés. 1000 degrés, et cette chaleur fait que ça se vaporise, vous voyez. Ça se casse même en plusieurs morceaux. Ça peut même complètement se volatiliser et ne rien laisser. Chaque jour, il tombe 100 tonnes de poussière météoritique. Chaque jour. Et éventuellement, si ça arrive intact au sol, eh bien, ça tombe. Et ça tombait sur une voiture. Ah, je vois que vous êtes triste. Eh bien, effectivement, ça appartenait, je m'adresse aux jeunes, vous allez compatir, ça appartenait à une jeune étudiante qui n'avait pas beaucoup d'argent. Sa voiture était garée en face de chez elle, elle entend un bruit, elle ouvre la porte, elle voit sa voiture complètement emboutie. Elle regarde à gauche, elle pense à un chauffard, point de chauffard, à droite, personne. Qu'est-ce qu'elle fait? La pauvre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sait pas que c'est une météorite. Elle pense vraiment à un chauffard. Elle ne voit pas de chauffard, elle appelle la police. La police arrive, sirène hurlante, la voiture fume encore. Et sous la voiture, qu'est-ce qu'il retrouve? Un gros bloc de pierre de 12 kilos, toute noire. Pourquoi toute noire? Parce qu'elle a volé. Et si tu passes la diapo suivante, ou tu reviens en arrière, non, tu passes à la suivante. Encore? Vas-y, encore. Alors, non, tu fais le précédent là. Non, suivante. Suivante. Voilà, stop. Juste, back, en arrière. Je veux juste voir le nom. Voilà, stop. Vous voyez, en fait, c'est la météorite de Peekskill, ce bloc de 12 kg. Pourquoi Peekskill? Alors, d'abord les jeunes. Pourquoi Peekskill? Il y en a combien? 3 jeunes? Oui. moins de 15 ans. Soit le nom de l'étudiant, soit le nom de la personne qui a fait Ouais, c'est pas mal. En fait, il y en a qui m'ont dit c'est la marque de la voiture. Non, en fait, elle habitait Peekskill. Et donc on donne le nom de la météorite à la ville sur laquelle elle est. Si demain il tombe une météorite sur la ville de Carole, on l'appellera la météorite de Carole. Je vous le souhaite, monsieur le maire. Ça fera venir tout le monde pour les conférences. Pas sur vous. Eh bien, la surprise, c'est que j'ai avec moi un morceau de cette météorite. Just for you. Vous allez pouvoir, vous n'êtes pas nombreux, tout le monde va pouvoir la toucher. Vous voulez la voir?
Voilà. Voilà, là voici. Voici, tout le monde va la toucher. D'habitude, je commence toujours par les jeunes, mais je commence par vous, monsieur. Vous le méritez. Ce sera le premier. Jeune homme, jeune homme. Voilà. Vous voyez ce bout de caillou? Il a l'air de rien. Ça ressemble à n'importe quel caillou sur Terre. Même proposition, puisque justement, les astéroïdes ont formé la Terre. Sauf que ce caillou, il est plus vieux que tout ce qui existe sur Terre. Vous avez beau arpenter toutes les roches, les plus vieilles roches sur Terre, vous ne trouverez jamais un caillou aussi vieux. Il est tout noir, parce qu'il est brûlé dans l'atmosphère. On l'a coupé ici, c'est pour ça qu'il est lisse. Il est lisse. On peut voir des petits points brillants. C'est le métal, il est lourd, parce qu'il est métallisé. Vous pouvez le sentir, sans rien de spécial. Vous allez le toucher. C'est prêt? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Attention, c'est une météorite. Oui, c'est pas mal. Hein? Non, c'est pas ça. Non, pas besoin. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'on va dire? Vous voyez? Tenez-moi le micro. Je vais vous faire la petite manip que je fais dans les classes. Vous voyez? L'astéroïde tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil. Les deux tournent autour du Soleil. Mais l'astéroïde, est-ce que la Terre était déjà là? Et non, elle est venue par là. Et donc l'astéroïde a vu la Terre se former. Et donc, ce petit morceau de caillou, qui a l'air de rien, eh bien, il vous raconte votre histoire, monsieur, jeune homme. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est respect. Oui, respect, parce que ce petit bout de rien vous raconte votre histoire. Et donc, je vous la confie précieusement. Je vais vous montrer une autre météorite pour l'autre côté. Donc, celle-là, l'autre, c'est ce qu'on appelle une chondrite ordinaire. Celle-là, c'est une sidérite. C'est-à-dire que c'est une météorite de fer. Et c'est vous, monsieur, une météorite de fer. Alors, c'est une météorite qu'on a tranchée. Parce que regardez ici, elle est toute noire. Vous voyez la tranche? Elle est noire. En fait, c'est un caillou dont on a fait une tranche. Hein. Elles ne tombent pas comme ça, les météorites. Hein. C'est comme les poulets en supermarché, c'est pas des poulets coupés. On l'a tranché. Pourquoi on l'a tranché? Eh bien, pour faire apparaître cette structure intérieure qui est, si vous regardez bien, c'est des... pas touché encore. C'est des traits, des lignes. Et c'est naturel. En fait, cette météorite, formée dans l'espace, l'astéroïde donc, s'est refroidie très lentement à raison d'1 degré par million d'années, ce qui a formé cette structure qu'on appelle la structure de Widmanstatten, une structure cristalline de fer et de nickel. Donc c'est que du fer et de nickel qui s'est agencé, qui s'est cristallisé pour former ça. C'est une preuve que c'est une météorite. Et non, justement, c'est en la coupant et surtout en la lavant à l'acide qu'on fait apparaître cette structure-là. Et on n'a pas ça sur Terre, et d'ailleurs on n'a même pas de fer, de métal à l'état pur. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a eu l'âge de fer. On a pu extraire le fer des trucs. Et d'ailleurs, les hommes et les femmes préhistoriques, quand il tombait tout le temps des météorites de fer, c'était d'aubaine. Parce qu'ils avaient à disposition, avant l'âge de fer, de matériaux pour forger des armes, des outils, et ça leur donnait un coup d'avance par rapport aux tribus voisines. D'ailleurs, on a retrouvé dans la tombe de Toutankhamon un poignard en fer météoritique. Et donc cette météorite, elle est tombée, c'est la météorite de Mununalista. Où est Mununalista? En Suède, bien sûr, en Suède, voilà. Et elle est tombée il y a 1 million d'années, ce qui en fait la météorite la plus vieille qui jamais tombée sur Terre, qu'on a retrouvée. Donc je vous la confie également. Alors les météorites datent de la Terre, oui. Oui, on a daté la météorite que vous avez là, et celle-là, à 4 milliards et demi d'années. 4 milliards d'années. La plus vieille roche sur Terre, c'est 3,9, 4 milliards d'années. Donc on a, ça antédate de 600 millions d'années, toute roche terrestre.
Ouais, et même quand ça rentre dans l'atmosphère, ça brûle. Mais regardez, la couche qui a brûlé, c'est vraiment que les premiers microns. Et l'intérieur est complètement intact. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper et prendre à l'intérieur. Ouais. Après, effectivement, pour la vie, là, c'est plus délicat. Mais bon, on n'a pas trouvé de vie dans les météorites et les astéroïdes. Bien, écoutez, alors suivante, pendant que ça circule, et quelle heure il est, je me dis, allez, je vous fais juste un focus sur une planète géante, on ne va pas toutes les faire. En plus, on est même allé au-delà des planètes géantes, on a exploré cette ceinture de Kuiper, on a exploré Pluton, imaginez, c'était en 2015, et en 2019, on a même exploré l'objet le plus lointain et le plus primitif qui existe dans ce système solaire, un objet de cette ceinture-là. C'est un espèce de glaçon qui n'a même jamais senti la chaleur du soleil, à moins de 135 degrés. On n'a pas le temps d'y aller. Mathieu vous fera un petit topo prochainement. Alors, on vote. Vous voulez voir Jupiter ou Saturne? Bon choix. C'est le sujet de thèse de Mathieu, qui a travaillé sur Titan. Allez, on passe plusieurs diapos. Tac, 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 comme ça vous verrez en raccourci, en accéléré Jupiter. Saute, sinon ils vont nous demander. C'était la musique de James Bond, parce que nous, on aime le spectaculaire. Et donc, voici Saturne, petite introduction. Saturne, c'est la deuxième plus grosse planète du système solaire. On le voit sur la maquette, d'accord? Elle fait 100 fois la Terre. Elle est gazeuse, avec des bandes, voilà, c'est sa rotation rapide qui donne ces bandes. Donc, c'est aussi un objet de planétologie, parce qu'il n'y a pas de surface rocheuse, mais néanmoins, gazeuse, ça permet d'étudier des phénomènes de météorologie, comme sur Terre. On trouve des ouragans, on trouve des éclairs, des nuages, donc tous les phénomènes finalement, mais dans des circonstances amplifiées, diverses, qui nous apportent une meilleure compréhension de notre propre climatologie. Et donc là, c'est à mettre à jour. Maintenant, on a trouvé 100 de plus. C'est le record des satellites. Alors, cette année, on a trouvé 100 de plus. Donc on en a plus de 270. Saturne est connue et belle pour ses anneaux. Il ne faut pas s'y méprendre. Toutes les planètes géantes ont des anneaux. On pourrait les mettre sur celle-là. Sauf que ceux de Saturne sont les plus étendus, les plus beaux, les plus brillants. C'est pour ça qu'on a tendance à plus les représenter. Mais Jupiter a des anneaux un peu plus sombres. Uranus et Neptune en ont un peu plus fins, plus discrets. Voilà. Et c'est l'apanage des planètes géantes. Et il y a eu une sonde, la sonde Cassini, du nom du directeur de l'Observatoire de Paris, le premier, à qui on a donné le nom de cette sonde, qui est partie explorer. Et de mémoire de chercheurs, c'est la mission qui a ramené le plus de résultats, puisqu'elle a tourné autour de Saturne entre 2005 et 2017, donc 12 ans, rapporté énormément de résultats. Il faudrait 2-3 conférences pour en parler. Mais j'ai trouvé une petite vidéo, toujours j'aime bien la musique, avec des belles images. Donc sur cette belle vidéo qui s'appelle Les merveilles, à juste titre, de Saturne, on va découvrir ce monde fabuleux, continu. Donc c'est la sonde Cassini, donc vous voyez, il n'y a pas de panneau parce qu'on est très loin. Attention, ce sont des vraies images, sauf quand c'est marqué Mission Animation. Mais sinon, ce sont des vraies images. Bon, là, c'est pas une vraie image, parce qu'on voit la sonde. Mais regardez ces images absolument somptueuses. Regardez les anneaux, vraies images. C'est en fait fait de milliers d'anneaux de glace, de particules de glace. On a pu étudier le plus grand satellite de Saturne qui s'appelle Titan. Les anneaux. Les aurores, parce que le Saturne est le même phénomène que sur Terre, mais avec des échelles gigantesques. On voit à l'intérieur des anneaux des petits satellites circuler. Ça fait la joie du physicien parce que c'est un balai complètement réglé comme une horloge. Ça, ce sont les satellites gardiens. Ici, c'est Encelade, un satellite qui lance des geysers.
170 satellites faire leur balai autour de Saturne. C'est magnifique. Et tout ça régi par les lois de la mécanique céleste. Une tempête qui dure 30 ans. À la fin, elle s'est écrasée dans l'atmosphère de Saturne, ça donne un résultat. Et là, cette image, elle est, comme on dit, iconique. On va la voir. Suivante, Mathieu, s'il te plaît. Regardez cette image, elle est iconique, parce que c'est une image, une photo de Saturne, une vraie, hein, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir depuis la Terre. Puisque, en fait, la Terre est sur cette photo. On voit à contre-jour Saturne, donc en transmission, on voit ses anneaux, tout ça, et le soleil est derrière. Et elle est iconique parce que la NASA a fait le buzz sur cette image. Parce que justement, grâce aux mêmes lois de la mécanique céleste, on savait exactement à quel moment, à quel instant précis, ce selfie de nous allait être pris. Et donc ils ont demandé à tous les terriennes et les terriens de la Terre d'envoyer leurs photos en disant bonjour son Cassini. Et si vous allez sur le site de la NASA, vous verrez 1 million de photos. Parce qu'effectivement, on voit la Terre sur cette photo. Est-ce que vous la voyez? Ça? Suivant. On est présomptueux. C'est là. Suivant. Et si on va zoomer un peu. Suivant, on est là. On est tout petit dans cette immensité. On se trouve à 1,5 milliard de kilomètres. On se trouve à 1,5 milliard de kilomètres. Une petite bille toute bleue. Semble-t-il la seule à avoir hébergé la vie. Toute fragile, pas du tout indestructible. Et c'est ça que nous apporte aussi comme enseignement l'espace, c'est que finalement ça nous donne une meilleure perspective de la petitesse et de la fragilité de notre monde. Et c'est sur cette note philosophique que je vais m'arrêter et que je vous remercie. Je vais répondre à vos questions.